Très bien. On peut avancer. Déjà. D'accord. Donc là, on base à des recommandations générales dans la gestion de nos projets. La réussite de chaque projet, il est tributaire de la réussite de ces quatre paramètres, la sécurité, le coût, la qualité et le délai. Je voulais spécifier ça parce que malheureusement, il y a des chefs de projet qui s'attardent sur, par exemple, la sécurité. Bon, la sécurité, on n'en fait jamais assez, mais en faire trop, ça peut vraiment ça peut mettre tout simplement le projet en échec. Il y a même des chefs de projet qui instrumentalisent la sécurité pour punir l'entreprise. Donc, dans notre gestion, il faut qu'on soit, voilà, il faut qu'on soit muni d'une certaine maturité, que voilà, nous sommes là pour réussir un projet. Donc, tous ces quatre paramètres, il faut qu'on les ait toujours entre les yeux. La sécurité, mais également le délai, parce qu'il y a des chefs de projet qui peuvent arrêter tout le chantier parce que quelques ouvriers ne portent pas les gants ou les lunettes. Donc, faire la sécurité, c'est bien, mais il ne faut pas non plus en faire trop. Je suis obligé de dire ça, même si la sécurité, on n'en fait pas assez, mais Compromis. C'est le chef de projet qui doit, en principe, avoir l'intelligence émotionnelle et professionnelle pour faire le compromis entre les trois, la sécurité, le coût, le délai et la qualité, comme vous l'avez dit, les quatre. c'est vrai. Donc, il y a le coût, bien sûr, le coût, et là, il faut vraiment bien choisir ses intervenants, surtout le bureau d'études et l'entreprise, évidemment. Euh, Moi, j'ai fait un projet, bon, je ne citerai pas le, le nom du projet, mais j'ai fait un projet où le bureau d'études il s'est trompé sur le poids d'une structure en charpente métallique. Et quand on a refait le calcul, on s'est retrouvé avec pratiquement 40% de plus. Il a surdimensionné la structure de 40%, et ça, c'est une perte. J'avais fait une estimation, ça coûtait l'équivalent de 1 400 000 dirhams pour un seul bâtiment. Donc 1 400 000 dirhams jetés par la fenêtre juste parce que parce que l'ingénieur qui a fait le dimensionnement de la structure, je ne dirais pas qu'il n'est pas compétent, mais je dirais qu'il y avait des erreurs. En tout cas, un surdimensionnement. Également pour ne pas avoir des travaux supplémentaires, surtout quand il s'agit d'un projet au forfait, il faut vraiment bien choisir les intervenants, l'architecte, le bureau d'études et l'entreprise. La qualité, oui, il y a des questions? Ouais. La qualité, comme on disait, c'est un travail de tous les jours, donc il faut qu'il y ait des contrôles tous les jours et bien sûr le délai. Le délai, on a parlé du planning. Il faut faire un pointage régulier du planning et c'est un travail qui doit se faire en continu. Il faut anticiper aussi. C'est un travail d'anticipation parce que dans le domaine du bâtiment, quand on gère le projet, nous devons nous devons avoir une grande longueur d'avance. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui le 6 mai, mais nous devons le projeter. Dans 6 mois, le projet, il va être comment? De quoi on aura besoin d'ici 6 mois, 7 mois, 8 mois, une année? De quoi on aura besoin? Et nous devons toujours avoir cette anticipation. Parce que parfois, il y a de la marchandise qu'il faut commander, ça prend du temps, il y a le mois d'août, les usines ne fonctionnent pas, il y a les fêtes de fin d'année, etc. Donc c'est un grand travail d'anticipation. Implication dans le projet, une nécessité ou un choix? Bien sûr, c'est une nécessité. Le maître d'ouvrage, en fait, il a une position qui est très particulière parce qu'on connaît tous le travail de l'architecte, le travail du bureau d'études, le travail du bureau de contrôle, mais on a l'impression que le maître d'ouvrage, c'est comme s'il n'a pas de fonction précise, alors que sa fonction est très importante. Euh, c'est lui qui peut, à chaque fois qu'il y a des dérapages de la part des intervenants, c'est à lui de recadrer un peu la situation. C'est un peu le parrain des intervenants. J'avais cité un exemple dans le dernier séminaire, je vais le citer encore, qui m'est arrivé dans un projet où il y avait j'étais l'entreprise à ce moment-là, il y avait un assistant au maître d'ouvrage, il y avait l'architecte et le bureau d'études, et tous les trois, c'est des potes. C'est des potes qui sortaient ensemble, qui venaient
dans la même voiture, qui repartaient dans la même voiture, c'était vraiment des potes. Donc dans la réunion, c'était comme une seule masse contre l'entreprise. Ça, et les réunions de chantier ressemblaient plutôt à un procès. C'est comme dans un tribunal. D'un côté, il y a les trois qui ne sont jamais, qui sont tout le temps, ils ont toujours le même point de vue. Et de l'autre côté, il y a l'entreprise. Et ça a créé un déséquilibre en fait dans la réunion. Et là, le maître d'ouvrage devait intervenir pour vraiment rééquilibrer les choses. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc, le projet était très, très mal parti. Donc, vraiment, le rôle du maître d'ouvrage, il est très, très important. Démonstration de force, faut-il vraiment le faire? Pas besoin. Au contraire, il faut considérer les intervenants comme des partenaires et voilà, donc, et veiller au bon déroulement du projet. Le rendement pendant la phase finale, c'est un détail, mais qui est important. Pourquoi c'est important? Parce que la plupart des ouvriers dans les chantiers, ils ont des contrats de chantier. C'est-à-dire que le contrat, il se termine à la fin du chantier. Ce n'est pas des CDI, de manière générale. Je parle des ouvriers, parfois même les techniciens, c'est des contrats de chantier. Donc, quand on s'approche de la fin du chantier, ces ouvriers, ils vont faire de la résistance parce qu'ils vont essayer de ralentir les travaux. En fait, parce qu'ils n'ont pas intérêt à aller vite. Parce que pour eux, augmenter la cadence, ça veut dire qu'ils vont perdre de travail plus rapidement. Donc, ils ont tendance à faire de la résistance, à ralentir les cadences. Et le chef de projet doit faire attention à la gestion du projet. En fait, la dernière partie du projet ne se gère pas comme les autres périodes. La dernière période, la dernière étape, il faut vraiment que le chef de projet soit beaucoup plus présent, pas dans le bureau, mais dans le chantier. Toute l'équipe d'encadrement doit être beaucoup plus présente dans le chantier, plus que dans les bureaux. Parce qu'à cause de ce problème, les ouvriers, ils vont faire beaucoup de résistance. Le contrôle parfait, est-ce que ça existe vraiment? La réponse est non. Je vous donne un simple exemple. Tout à l'heure, on parlait du fournisseur de béton. Vous avez un béton qui vient d'une centrale, de Marrakech par exemple, à Ben Guerir, et entre Marrakech et Ben Guerir, vous avez le camion, il va faire 1h15 par exemple. Pendant cette heure et quart, le camion a eu une crevaison, ou bien voilà, ou bien il y avait un bouchon. Donc, de peur que le béton commence à faire sa prise, parce que dans chaque dans chaque toupie, il y a une petite citerne. En fait, la citerne, elle est faite pour que le chauffeur il puisse laver l'intérieur de la toupie après le coulage du béton. Mais lui, il peut s'en servir pour ajouter de l'eau dans le béton, pour que le béton ne commence pas à faire sa prise. Et en rajoutant de l'eau à l'intérieur de la toupie, il affaiblit complètement la résistance. Tout à l'heure, on a parlé du rapport E sur C. L'eau sur le ciment. Quand l'eau augmente, la quantité, la résistance, elle chute. Donc, en ajoutant de l'eau, la résistance, elle chute. Donc, vous pouvez avoir une centrale qui est bonne, une entreprise qui est bonne, mais un chauffeur, voilà. Donc, un chauffeur qui rajoute de l'eau en route, et ça peut créer des problèmes. Et on ne peut pas mettre un policier avec chaque chauffeur. Par exemple, lors des prélèvements de béton. Il y a un problème, je l'ai vécu. J'étais sur Marchika. Le candidat de la toupie, pour partager un peu l'expérience avec les collègues. Oui. Bon, le béton, il est dans la toupie. Et bon, j'étais avec la toupie, j'ai le camion toupie. Bon, de toute façon, un circuit qui était un bouchon argileux. Il a bourré pour le sortir, on a dû faire ce et finalement, donc, ça fait la toupie, il est pas mchette. On n'a pas, je sais pas, finalement, le béton a pris dans la toupie. Donc, finalement, c'était la toupie mchette. C'est des choses qui peuvent arriver, hein, c'est des choses ça arrive, c'est des choses qui. C'est des choses qu'il faut toujours, les risques, il faut les avoir dans le. Tout à fait. Nous, on a eu à un moment donné un problème dans un chantier. Il y a une toupie qui est arrivée sur place, mais au chantier, il y avait des problèmes. La toupie ne pouvait pas couler tout de suite, dans l'immédiat, parce qu'il y avait des problèmes au chantier. Donc, des problèmes. Je ne me rappelle plus du détail exactement, mais il y avait quelque chose qui empêchait le coulage immédiat.
Donc la toupie attendait dans le chantier, mais elle a attendu trop longtemps. Donc on était obligé de renvoyer la toupie parce que le béton finalement il commence à faire sa prise. Donc on a renvoyé et c'était la nuit, on a renvoyé la toupie. Le chauffeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti quelque part, il a rajouté de l'eau et il a fait demi-tour. Et nous on a pensé qu'il a vidé le conteneur de la toupie et on avait utilisé cette toupie. Et on a eu un sérieux problème. Une partie de la dalle s'est écroulée à cause de cette toupie. Parce qu'en rajoutant de l'eau, il a brisé la résistance du béton. L'eau, c'est mortel en fait. Quand on rajoute de l'eau, on brise la résistance. Et une partie de la dalle s'est écroulée à cause de cette toupie. Les visites de chantier, quand on fait la visite du chantier, moi j'étais à l'entreprise, donc c'est vraiment un retour d'expérience que je suis en train de partager avec vous. Quand on est maître d'ouvrage, on vient faire des visites à l'entreprise. L'entreprise, parfois, il y a des endroits qu'elle n'a pas envie de montrer au maître d'ouvrage, au client, parce que c'est un retard, parce qu'il y a des problèmes techniques, parce qu'il y a des catastrophes. Et là, l'entreprise, elle a envie de montrer à chaque fois au client que tout va bien, que la cadence est bonne et tout ça. Donc l'entreprise, elle va faire exprès de vous préparer un itinéraire et de couper l'accès sur les zones qu'elle n'a pas envie de vous montrer. Donc si vous êtes en hauteur par exemple, si pour visiter une partie, il faut une passerelle, elle ne va pas mettre la passerelle. Ou bien elle va carrément baliser les zones simplement qu'elle souhaite vous montrer et pas les autres zones. Donc vous, quand vous faites une visite, pour que votre visite soit vraiment fructueuse, il faut que vous fassiez votre propre parcours. L'entreprise, elle peut vous proposer ce qu'elle veut, mais c'est à vous de vous faire votre propre parcours. Et si vous avez envie de visiter un endroit où l'accès n'est pas fait, il faut demander à l'entreprise de préparer l'accès. C'est votre droit. Il ne faut pas juste se fier parce que vous n'êtes pas un officiel. Voilà. On n'est pas des officiels, on est des ingénieurs et techniciens, etc. Donc, si je veux visiter un endroit, il faut que je demande à l'entreprise de me préparer un accès. Restez concentré, détournement de votre attention. Ça, c'est vraiment des techniques qui sont vraiment utilisées par les entreprises. Quand vous avez beaucoup de points à demander à l'entreprise, elle va faire exprès. Vous pouvez lui demander de faire des choses qui sont très simples, mais elle va faire exprès de pas exécuter un des points que vous lui demandez. Parfois juste des travaux qui ne coûtent rien du tout, qui ne prennent pas de temps, construire quelque chose, un regard, quelque chose qui ne prend pas de temps, elle va faire exprès de ne pas le faire. En fait, c'est pour éviter parce que si elle exécute ce point, vous allez après lui demander de faire autre chose. Donc elle va faire exprès de ne pas répondre favorablement à votre demande sur des points qui sont banals finalement, juste pour détourner votre attention. Mais nous, dans notre gestion, il faut vraiment qu'on fasse attention à cela. Il faut qu'on fasse attention à cela. Et ça, c'est des stratégies qui sont largement utilisées dans les chantiers par les entreprises. Ne pas faire confiance aveugle à l'entreprise, donc toujours vérifier les informations communiquées par l'entreprise, comme l'effectif par exemple. Et il y a des entreprises aussi, parce que nous avons, en tout cas moi personnellement, j'ai remarqué quand j'étais à l'entreprise que des fois on communique, que dans les réunions par exemple, c'est les informations qu'on communique à l'entreprise qu'ils viennent utiliser contre l'entreprise pendant les réunions. Donc à ce moment-là, l'entreprise elle commence à faire attention, elle peut carrément communiquer de fausses informations, carrément, ou bien elle peut cacher des informations. Donc on peut demander les informations à l'entreprise, mais on doit toujours rester vigilant. En particulier, se méfier des informations que donnent les ouvriers parce qu'on donne des instructions, l'entreprise donne des instructions aux ouvriers pour leur dire ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire au maître d'ouvrage. Il est recommandé d'avoir plusieurs sources d'informations au chantier, parce que l'entreprise, comme je disais tout à l'heure, elle ne va pas vous donner toutes les informations. Elle va vous donner juste les informations qui sont bonnes, de manière générale. Mais les catastrophes, les problèmes de qualité, de cadence, et de retard, etc., elle va essayer de cacher cela. Faire embaucher quelqu'un si vous avez la possibilité,
Ça marche très très bien parce que c'est comme si vous allez avoir en fait un espion. Et moi, personnellement, j'avais eu des. Quand j'étais à l'entreprise, en fait, j'étais victime de ce genre de fait par le maître d'ouvrage. Donc, des personnes que le maître d'ouvrage a fait embaucher, que nous avons accepté. Finalement, on a trouvé que le maître d'ouvrage était pratiquement au courant de tout à cause de ces personnes. Donc, maintenant, je suis de l'autre côté. Donc, si vous, en tant que maître d'ouvrage, vous avez la possibilité de faire embaucher quelqu'un, ça va vraiment vous aider pour avoir certains détails. Être toujours en copie dans les courriels. Tout à l'heure, au tout début, on a parlé de l'implication des maîtres d'ouvrage. Et vous ne pouvez pas vous impliquer si vous n'êtes pas en copie des courriels. Donc, dans tous les courriels, dans tous les emails, il faut obligatoirement que vous soyez en copie. Il faut passer ces instructions à tous les intervenants, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, bureau de contrôle, bureau d'études, tout le monde, architecte. Vous devez obligatoirement être en copie dans tous les emails, obligatoirement. Ne jamais ignorer une demande d'un intervenant. C'est quoi le problème ici? Vous savez, dans chaque projet, le prescripteur, il définit le délai qu'a le maître d'ouvrage pour répondre à une demande de réception, une demande de validation d'un décompte, validation d'un échantillon, d'un plan, de quelque chose. Donc, il lui donne un délai, par exemple 1 semaine ou 2 semaines. Et les entreprises, ils vont profiter de cela. Ils peuvent vous demander, par exemple, la validation de quelque chose, un échantillon ou quelque chose. Mais ils ne vont pas vous relancer. Ils vont vous demander ça une seule fois. Ils vous envoient un mail, ils vous demandent ça une seule fois. Et vous allez, dans le cas où vous ignorez cet email, vous ne répondez pas, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, au début de chaque projet, il crée 2 tableaux de manière générale. Il crée un tableau dans lequel il va mettre tous les retards de validation. Tous les retards de validation du maître d'ouvrage, de l'architecte et du bureau de contrôle. Et du MOD au cas où il y a un maître d'ouvrage délégué. Donc il va mettre un tableau dans lequel il va pas relancer. Il vous envoie une demande mais il ne vous relance pas. Il va attendre votre réponse. Donc par exemple, il vous demande une validation d'un échantillon ou bien du choix d'une couleur. Et vous ne répondez pas, mais l'entreprise, elle va déclencher le compteur. Donc, par exemple, vous avez mis 3 mois pour répondre. La fois suivante, il va vous faire une demande de validation de quelque chose. Vous mettez 2 mois. Il va mettre 2 mois. À la fin du projet, lorsque l'entreprise met du retard, lorsque vous allez commencer à parler de retard à l'entreprise, elle va vous sortir un grand tableau qui comprend tous les retards qui sont pris dans la validation. Et là, vous pourriez pas en fait en vouloir à l'entreprise parce que effectivement, c'est un manquement du maître d'ouvrage. Donc, toutes les demandes qui sont envoyées par l'entreprise, il faut obligatoirement, surtout les demandes de réception, validation, avis, etc., il faut obligatoirement les traiter dans le délai spécifié dans le descriptif. Généralement, 1 semaine ou 2 semaines. Généralement, ça ne dépasse pas 2 semaines quand même. Et je disais que l'entreprise, elle crée 2 tableaux. Donc, elle crée un tableau de ça et elle crée un deuxième tableau des travaux supplémentaires. Les travaux supplémentaires, quand vous demandez à l'entreprise de faire quelque chose, elle va le mettre quelque part dans un tableau pour qu'elle puisse négocier avec vous à la fin. Parce que les travaux supplémentaires, en principe, pour qu'un travail soit considéré comme travail supplémentaire, ça va suivre une certaine procédure qui est précisée dans le marché. Mais quand cette procédure n'est pas suivie, et en même temps que vous demandez à l'entreprise de faire un travail qui ne fait pas partie de son marché, elle sait qu'elle ne va pas être payée sur ce travail parce que la procédure n'est pas suivie, mais elle va essayer de négocier avec ça au cas où elle est en retard ou bien au cas où, voilà. Donc vers la fin, elle va vous sortir ces 2 tableaux pour négocier avec vous. Si l'entreprise a un manquement quelque part, un manquement que ce soit dans la qualité, dans le délai ou autre chose. Bien préparer la réunion de chantier. Donc ici, le point, bien sûr, le point qui m'intéresse ici, vous en tant que maître d'ouvrage, nous remarquons souvent surtout dans la rédaction des PV de réunion, que toute la pression, elle est mise uniquement sur l'entreprise. L'entreprise s'engage à, l'entreprise s'engage à, l'entreprise s'engage à, et très peu de remarques qui concernent l'architecte, le bureau d'études ou même le maître d'ouvrage lui-même.
ou le maître d'ouvrage délégué, ou bien l'assistant maître d'ouvrage, etc. Mais la plupart des PV, ça concerne l'entreprise. C'est des engagements de l'entreprise. Et donc, vous, en tant que maître d'ouvrage, vous devez toujours, vous disiez que en fait, la position du maître d'ouvrage est vraiment très importante. Il doit intervenir pour rééquilibrer les choses. Il y a des engagements de l'architecte, il y a des engagements du bureau d'études, etc. Il faut veiller à ce que tous ces engagements soient écrits parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Le bureau d'études, il est à la fois maître d'œuvre et il est maître d'œuvre et en même temps, il est bureau d'études. Et en même temps, c'est lui qui rédige le PV de manière générale. Donc lui, c'est comme si le juge est parti. Donc il va essayer de ne pas trop engager justement le bureau d'études, l'architecte aussi, de ne pas faire beaucoup d'engagement dans le PV. Donc vous, en tant que maître d'ouvrage, par contre, vous devez veiller à rééquilibrer les choses. Parler aux ouvriers avec leur langage, donc voilà, donc ça permet de créer des affinités avec vraiment le langage des ouvriers. Donc ça permet de créer des affinités avec les ouvriers, d'avoir des informations, de se faire respecter également par les ouvriers. Donc l'autre fois j'ai donné des exemples de, par exemple au chantier on appelle tabla, ça veut dire le dallage, zolima, ça veut dire la poutrelle, le garmata par exemple c'est l'auge dans laquelle on mélange l'enduit ou bien le béton, etc., etc. Donc vraiment le fait de parler avec leur langage, ça permet de vous rapprocher plus des ouvriers, d'avoir des informations et en même temps de vous faire respecter. Pendant Ramadan, la gestion du chantier pendant Ramadan, donc il y a des ajustements qu'il faut faire nous sommes justement pendant le mois de Ramadan, des ajustements qu'il faut faire pour mieux gérer le chantier pendant Ramadan. Premièrement, ça commence par l'aménagement des horaires des postes. Idéalement, on peut commencer par exemple un poste juste après le store, juste après la rupture. La rupture au Maroc, je ne sais pas c'est à quelle heure d'heure actuellement, mais je crois que ça doit être vers 19h. 19h combien 19h15, 19h15. D'accord. Donc pratiquement comme chez nous. On est à 19h10. Donc 19h15. Donc on peut commencer le premier poste, le deuxième, un poste 1h30 par exemple après la rupture. Donc 19h15 jusqu'à 20h15. Donc par exemple 21h15 ou 21h, on peut commencer le premier poste jusqu'à 1h30 avant le faisable. Jusqu'à 1h30 avant. Comme ça pour permettre aux ouvriers d'aller prendre leur dernier repas. Et le deuxième poste, ou bien le premier poste de la journée, il commence juste après le faisable. Le faisable, c'est à 5h30, je crois. 5h30 par exemple. Donc, si c'est à 5h30... Non, c'est plutôt 4h à 5h. Non, 4h, pardon, 4h. Ah bon? D'accord. Oui. Donc, à 4 heures. Donc, on peut commencer par exemple le premier poste de la journée, on peut le commencer une heure après le faisable. Donc, si c'est à 4 heures, on commence à 5 heures et on peut aller jusqu'à 13-14 heures. Donc, vraiment, au-delà de ça devient difficile pour les ouvriers. Être plus attentif aux postes à risque, surtout les travaux en hauteur, comme disait tout à l'heure Sébna Achor, donc les travaux d'électricité par exemple, ou voilà, donc les travaux à risque, parce qu'il y a forcément un manque de concentration, rotation entre les postes et les activités les plus pénibles, c'est-à-dire si nous avons des postes qui demandent beaucoup d'efforts physiques, par exemple, ou bien par exemple nous avons des maçons qui ont des surfaces à faire à l'ombre et sous le soleil, on peut partager de manière équitable les hommes qui sont à l'ombre et les hommes qui sont sous le soleil, de manière à ce que chaque maçon puisse faire une partie à l'ombre et une partie sous le soleil, donc de partager de manière équitable. Prise en considération des confessions des ouvriers dans leurs affectations. Je pense que le problème ne se pose pas au Maroc, mais
Mais par exemple, ici en Guinée, on a des chrétiens, on a des musulmans et des chrétiens. Donc, dans l'affectation des ouvriers, qu'on fasse attention de manière à, par exemple, mettre les chrétiens qui n'observent pas le ramadan, qui n'observent pas le jeûne, les mettre sur les postes qui sont un peu plus pénibles que les autres et mettre les musulmans sur des postes un peu moins pénibles. Mais bien sûr, pour faire cette organisation, il faut que le chef de projet fasse une bonne communication pour que ça ne soit pas pris comme une discrimination. Vraiment pour expliquer à tous les raisons de cette organisation pour que l'ensemble adhère à cette organisation. Le travail à la tâche, je sais que c'est interdit au Maroc, mais en tout cas, si c'est pas il est interdit, mais en même temps, il est largement pratiqué. Mais vraiment, ça permet, pendant Ramadan, ça permet vraiment de garder de bonnes cadences de travail. Donc, si la réglementation du pays le permet, le travail à la tâche vraiment est une bonne solution. Je sais que c'est interdit pour que les entreprises n'abusent pas trop des travailleurs, mais c'est vraiment une bonne solution qui fait d'ailleurs le bonheur de tous, le bonheur et des entreprises et des ouvriers. Les tâches pénibles au début du poste, voilà. Et pour l'encadrement, les tâches nécessitant de la concentration à programmer le matin, comme par exemple les réunions ou les séminaires. Alors, ne jamais forcer les finitions zone par zone, ça c'est une erreur qui est très largement commise par les clients, par les maîtres d'ouvrage. En fait, ils tendent à forcer l'entreprise à faire les finitions zone par zone. Ils lui disent par exemple, il faut terminer tel étage et ensuite terminer tel étage ou bien terminer telle zone, etc. Et là, il y a vraiment une grande erreur. Parce que nous savons tous que les travaux de finition se font d'abord dans les parties privatives et ensuite dans les parties communes. Si nous prenons un exemple, un bâtiment par exemple, ou bien un hôtel. Bon, un bâtiment. Donc il y a des appartements et il y a les espaces communs. Les finitions commenceront toutes d'abord par les appartements et par la suite par les parties communes et les escaliers. Mais la question c'est par quelle partie commune, par quels appartements on doit commencer. On ne commence pas zone par zone, mais on commence par les appartements où il n'y a pas de point de blocage. Si moi je veux commencer les finitions dans les appartements, je vais choisir les appartements où il n'y a aucun point de blocage. Par exemple, où les lots électriques, les lots techniques, ils sont faits. Donc là, je peux entamer tranquillement les enduits, les travaux de revêtement, le plâtre, etc. sans problème. Indépendamment de leur emplacement. C'est pas par zone, mais par partie privative où il y a moins de points de blocage. Par la suite, et dans le même temps, je suis en train de lever les points de blocage dans les autres parties privatives. Et ainsi de suite. Donc quand je termine ça, j'aurai déjà avancé sur l'enlèvement de ces points de blocage. Et là, je continue encore mes finitions indépendamment des zones. Les maîtres d'ouvrage, ils demandent de faire des finitions zone par zone parce que c'est plus facile pour lui de gérer, de dire j'ai terminé telle zone, j'ai terminé tel étage. Mais dans la réalité, il est en train de retarder en fait la cadence. Il ne faut pas terminer zone par zone, il faut terminer par les zones privatives où il y a moins de points de blocage et on attaque le traitement des points de blocage en même temps sur les parties où on n'intervient pas et puis on avance comme ça. Toujours exiger la propreté du chantier, surtout les tâches qui sont très salissantes, les tâches surtout qui utilisent le béton. Donc après chaque coulage, il faut nettoyer. Après par exemple, après la pose de la maçonnerie, après l'application des enduits, après la pose des revêtements, généralement après chaque tâche qui nécessite l'utilisation du béton, il faut faire le nettoyage. Mais même au-delà de ça, parce que pendant la phase de finition, même après l'exécution de tâches qui n'utilisent pas le béton, il faut toujours garder la propreté du chantier parce que ça améliore vraiment le cadre du travail. Et ça participe aussi à la cadence, ça a vraiment un impact sur la cadence du travail. Mais pendant la finition, il est plus important parce que ça nous permet, un chantier propre, ça nous permet de dégager les réserves, les non-conformités. Accélération des travaux des façades libérales et finitions intérieures, parce que pour terminer les travaux intérieurs, il faut fermer les ouvertures, il faut fermer les portes, il faut fermer surtout les fenêtres en aluminium. Et pour fermer les portes en aluminium, il faut avoir fait l'enduit extérieur.
intérieur aussi, mais surtout extérieur. Mais l'enduit intérieur, il peut être ralenti par les travaux d'élo technique. Mais généralement, sur la façade, de manière générale, on n'a pas beaucoup de passages d'élo technique. Donc, vraiment, rien n'empêche qu'on accélère les travaux des façades et qu'on pose carrément les profilés. Et comme ça, on peut fermer et avancer tranquillement sur les travaux à l'intérieur. Donc, les travaux, parce que si on ne pose pas l'aluminium, si on ne ferme pas, les travaux des façades, ils vont salir les travaux intérieurs. Donc, dès qu'on monte, dès qu'on termine la maçonnerie, il faut tout faire pour accélérer le traitement des façades, surtout l'enduit. Surtout l'enduit. On peut attendre pour la peinture, mais surtout pour l'enduit extérieur. Ne pas accepter la présence des ancrages de l'échafaudage des façades à l'intérieur du bâtiment. Comme vous le savez certainement, l'échafaudage des façades, il faut l'ancrer parce que vu la forme et les hauteurs de l'échafaudage, il faut obligatoirement l'ancrer sur la façade. Mais il y a deux manières de l'ancrer. Soit qu'on l'ancre directement sur la façade, et c'est ça ce qui est souhaitable. Mais sur place, sur chantier, vous allez voir que les ouvriers, parfois, ils utilisent, comme ce que vous voyez sur la photo, l'espace intérieur pour ancrer. De côté stabilité, c'est très stable. Ça ne pose aucun problème côté stabilité. Mais le problème que ça pose, c'est que ça bloque les travaux. Ça bloque pas, mais ça ralentit les travaux à l'intérieur. Et tant que vous n'enlevez pas l'échafaudage que vous avez posé à l'extérieur, et donc cet ancrage, vous ne pourriez pas terminer l'intérieur. Donc l'intérieur, il va dépendre à ce moment-là de l'extérieur. Donc, dans la mesure de possible, il ne faut pas accepter des ancrages de cette manière. Il faut exiger des ancrages sur les façades, pas à l'intérieur